Bonjour! Comme expliqué dans la dernière capsule ou au dernier cours, nous allons étudier trois enveloppes de la Terre. La précédente était la lithosphère et les deux qu'on va voir dans la capsule, dans cette capsule, sont l'atmosphère et l'hydrosphère. Alors ça correspond aux thèmes 15 et 16. L'atmosphère, c'est l'enveloppe gazeuse de la Terre. Alors autour de la Terre, donc la Terre, c'est les rondes. Autour d'elle, il y a une grosse couche de gaz qu'on appelle de l'air. Alors, cette couche d'air-là, elle a environ 130 km d'épaisseur et on appelle ça l'atmosphère. Elle est constituée de plusieurs gaz. Le gaz le plus présent, on pourrait penser que c'est de l'oxygène, mais en réalité, c'est de l'azote à 78%. Ensuite, on a de l'oxygène à 21%. Et il y a plusieurs autres gaz qui sont présents à moins que 1%. Nous, on va noter le dioxyde de carbone, CO2, et la vapeur d'eau. Alors, ces deux-là sont en très petite quantité. L'atmosphère, elle a plusieurs rôles. La première, c'est de nous permettre de respirer. C'est la plus évidente. La deuxième, qui est très importante aussi, c'est de contrôler la température. On va y revenir à la prochaine page de tes notes de cours, mais très importante aussi. Ensuite, on a la photosynthèse. Donc ça, c'est le mot scientifique pour dire la croissance des plantes. Les plantes utilisent l'oxygène et le dioxyde de carbone pour grandir. Et bien, un qu'on pourrait noter, ce serait l'énergie éolienne. Il y en a plusieurs d'autres, mais ces quatre-là sont pas mal connus et les deux premiers en particulier sont très importants. L'atmosphère n'est pas uniforme. Okay? C'est pas 130 km de la même chose. Elle va avoir différentes caractéristiques. On va les noter ici à droite, puis à gauche, on va se noter des numéros, des chiffres et des petits dessins. Donc, la première couche s'étend de 0 km à 10 km d'altitude. C'est là-dedans qu'on va retrouver pas mal toutes les activités humaines, donc les montagnes, les avions, tous les phénomènes météo. C'est pour ça qu'il y a des petits nuages dans mon image. Et cette couche de l'atmosphère-là, la première dans laquelle nous vivons, s'appelle troposphère. Alors, dans la troposphère, on retrouve les phénomènes météorologiques et, entre autres, les avions. Donc, les phénomènes météorologiques, dans ce mot-là, on a le mot météo. Donc, c'est les phénomènes de météo, les nuages, la pluie, la neige, tout ça. Ça se retrouve dans les 10 premiers kilomètres de l'atmosphère. La montagne la plus haute sur Terre, c'est le mont Everest, et celle-ci s'élève à 8 km d'altitude, donc même la montagne la plus haute ne dépasse pas la première couche de l'atmosphère. La deuxième couche s'élève de 10 à 50 km. C'est là-dedans qu'on retrouve quelque chose de très important, la couche d'ozone. L'ozone, c'est un genre de bouclier invisible. C'est un bouclier composé d'une particule qui s'appelle ozone, qui correspond en fait à 3 particules d'oxygène collées ensemble. Et l'ozone, elle a la capacité de nous protéger des rayons ultraviolets du soleil. Alors le soleil émet plusieurs formes de lumière, une lumière qu'on peut voir et plusieurs lumières qu'on ne peut pas voir. Donc, les rayons ultraviolets, c'est eux qui nous donnent des coups de soleil. Et la couche d'ozone, elle nous protège de ces ultraviolets-là. Il faut faire attention, ça ne nous protège pas de la chaleur. Ça nous protège contre les coups de soleil, si on veut. Et cette couche-là s'appelle stratosphère. Donc, c'est là-dedans qu'on retrouve la couche d'ozone et c'est elle qui nous protège contre les rayons ultraviolets UV. Ensuite, on a la mésosphère. La mésosphère, c'est là-dedans qu'on retrouve des étoiles filantes. Moi, je l'ai illustré comme ça. Elles passent de 50 à 80 km. Des étoiles filantes, c'est des morceaux de roche qui proviennent de l'espace, qui vont rentrer dans l'atmosphère et à cause de la friction de l'air, ça va devenir tellement chaud que les petits morceaux de roche vont prendre en feu. Ils vont rentrer en combustion. Et si la roche est assez petite, elle va complètement se désintégrer. Si la roche est grosse, eh ben, elle va atterrir sur Terre et faire un trou qu'on va appeler impact météoritique. Alors, les étoiles filantes, ben, la plupart du temps, ils vont commencer à prendre en feu, si on veut, dans la mésosphère. C'est pour ça qu'on les dessine à ce moment-là. Et c'est dans cette couche-là qu'on va commencer à les voir. La dernière couche s'élève de 80 à 130 km. C'est la thermosphère, et c'est dans la thermosphère qu'on va retrouver les aurores boréales. Tu n'es pas obligé de le dessiner en couleur, mais il faut que tu te souviennes que c'est ça. Okay? Donc, les aurores boréales, c'est quand les particules du Soleil interagissent avec les particules d'air de l'atmosphère. Alors, ça nous fait des
des beaux spectacles colorés dans le ciel. Et ça se passe dans les régions nordiques ou très au sud de notre planète parce que c'est à ces endroits-là que les particules du Soleil vont interagir avec notre atmosphère. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un des rôles de l'atmosphère, c'est de contrôler la température. Et le contrôle de la température, on appelle ça, c'est possible grâce à un phénomène qui s'appelle effet de serre. Okay? On va aller se l'expliquer ensemble. Donc, le phénomène qui explique l'équilibre de la température sur Terre est effet de serre. Donc, effet de serre ici. Effet, espace, de, espace, serre. S-E-R-R-E. Il s'agit d'un phénomène naturel. À la base, on écrit le mot naturel ici, à la base, avant que les humains en soient sur Terre, il y avait déjà une atmosphère et l'atmosphère contrôlait déjà la température. Ce phénomène-là, l'effet de serre, il est cependant amplifié, donc le mot amplifié ici, par les humains, donc par notre production de gaz. Alors, si l'atmosphère devient plus concentrée en certains gaz, elle va plus retenir la chaleur. On va aller se schématiser tout ça. Alors, je répète, ici, c'est effet de serre, ici, c'est le mot naturel, et ici, c'est le mot amplifié. Donc, tu vas te faire le même dessin que moi, et je vais essayer d'y aller assez lentement pour que tu puisses faire le dessin en même temps. Donc, on va s'illustrer un demi-cercle comme ça, et on va écrire que ça, c'est la Terre. Notre enveloppe gazeuse autour de la Terre, notre couche d'air autour de la Terre, c'est l'atmosphère. Alors, tu vas te faire un deuxième cercle autour et tu vas écrire atmosphère dedans. Tu peux écrire ATM aussi, c'est l'abréviation. Notre chaleur, elle nous provient de notre Soleil. Tu vas le faire en haut à gauche. Et on va illustrer un seul rayon de Soleil, mais il y a plusieurs rayons de Soleil. Mais on va juste illustrer le phénomène avec un seul rayon. Alors, il y a un rayon de Soleil qui part du Soleil, qui voyage en ligne droite jusqu'à notre Terre. Et là, elle arrive à l'atmosphère. L'atmosphère va empêcher une toute petite partie de la chaleur de rentrer et la plupart de la chaleur va rentrer sur Terre. Alors, tu te fais des petites flèches puis des grandes flèches là, pour illustrer qu'il n'y en a pas beaucoup qui est réfléchi, puis la plupart de la chaleur arrive à la surface de la Terre. Quand la chaleur arrive à la surface de la Terre, il y en a une petite partie qui va rentrer dans la Terre pour aller réchauffer le sol, pour pas que notre sol soit congelé, pour que les insectes puis les plantes puissent survivre. Et une bonne partie de la chaleur va être réfléchie, comme ça, rebondie de la surface de la Terre. De même. Et c'est là que l'effet de serre devient vraiment important. Donc, tu t'encercles cette partie-là. Au lieu de laisser toute la chaleur sortir, l'atmosphère va emprisonner la chaleur. Donc, la chaleur va revenir vers la Terre pour continuer à nous réchauffer. C'est pour ça qu'on dit contrôle de la température. Sans effet de serre, la température de la Terre serait plus froide. Il y a bien entendu une petite partie de la chaleur qui échappe. Et ça, c'est bien parce qu'on ne voudrait pas qu'il fasse trop chaud sur Terre. C'est vraiment un équilibre très délicat. Et on va s'écrire que l'atmosphère conserve la chaleur provenant du Soleil en l'emprisonnant proche de la Terre. C'est ça l'effet de serre. C'est qu'au lieu qu'elle ressorte, elle retourne vers la Terre pour continuer à nous réchauffer. Alors, à la base, l'effet de serre, c'est naturel. C'est censé faire ça. C'est un avantage. Ce qui devient problématique, c'est quand il y a tellement de gaz polluants dans l'atmosphère, la quantité de chaleur qui est conservée à l'intérieur devient de plus en plus grande. Alors, il commence à faire de plus en plus chaud et l'équilibre est rompu. Et là, s'il fait plus chaud, il y a plein de problèmes. Les glaciers commencent à fondre, le niveau de l'eau de mer va monter, il y a des espèces qui vont mourir, etc., etc. C'est infini les problèmes. Mais à la base, c'est positif.
Alors, il y a 3 principaux gaz à effet de serre. Il y en a plusieurs, là, mais nous, on va en écrire 3. Le premier, c'est la vapeur d'eau. J'ai écrit en parenthèse naturelle, parce que ça provient pas de la pollution des humains. Ensuite de ça, on a le dioxyde de carbone. Ça provient de la pollution des humains. Et le méthane aussi. Prends le temps de réécouter cette partie-là de la capsule parce que c'est la partie la plus difficile à comprendre du thème 15 et 16. Quand tu es prêt, tu peux continuer. Le thème 16, c'est le thème sur l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est notre dernière enveloppe. C'est l'enveloppe de l'eau sur Terre. Alors, peu importe la forme qu'elle a. Donc, un glacier, c'est de l'eau, alors ça fait partie de l'hydrosphère. Dans ton cahier, tu as ces statistiques-là en noir et blanc, alors on va se réécrire juste en bas. Donc, le premier diagramme à gauche, ça représente quelle quantité d'eau est salée puis quelle quantité d'eau est douce. Donc, sur Terre, même si on s'appelle la planète bleue, la plupart de l'eau est salée et donc on ne peut pas la boire sans la transformer. Alors, 97% de l'eau est salée et 3% de l'eau est douce, le contraire de salée. Le deuxième diagramme représente où se trouve cette eau douce-là. La plupart de l'eau douce sur Terre se retrouve gelée, donc dans nos glaciers au pôle Nord et au pôle Sud. Alors, elle est très difficile d'accès. On peut difficilement la consommer. Ensuite, on a 30% de l'eau sur Terre qui se retrouve sous la Terre. Donc, il faut creuser pour aller la chercher. On appelle ça la nappe phréatique. Et finalement, une mini portion de l'eau douce est à la surface de la Terre, dans nos lacs, dans nos rivières. Alors, c'est minuscule comme portion. Alors, on peut s'écrire ces statistiques-là juste ici. Au Québec, on a l'air d'avoir beaucoup d'eau, et effectivement, on en a beaucoup, mais c'est pas beaucoup comparé à toute l'eau qu'il y a sur Terre. Il y a beaucoup de problématiques qui sont en lien avec les deux thèmes qu'on vient de voir. Cette carte-là, elle montre la disponibilité en eau douce. Donc, chaque pays n'a pas la même richesse que le Québec et que le Canada en disponibilité d'eau douce. Alors, au Canada, on a énormément d'eau douce, mais dans les pays de l'Afrique du Nord, ils ont une pénurie d'eau douce. Alors, c'est un problème très important parce que l'eau est nécessaire à la survie de l'espèce humaine. Ici, on a une carte un peu différente. Elle nous parle de la population qui n'a pas accès à des services sanitaires convenables. Un service sanitaire convenable, c'est très de base, c'est de l'eau potable, des toilettes et un système d'égout. Alors, les pays en rouge, c'est où 50%, plus de 50% de la population n'a pas accès à ces trois choses-là. Et en plus d'être désagréable, c'est très dangereux pour la santé parce que les microbes, les bactéries, les virus se propagent par les excréments. Alors, une population qui n'a pas accès aux toilettes, qui n'a pas, que tous ces excréments-là, ils n'ont nulle part où aller, mais ça rend la maladie plus facile à se propager. La maladie se propage beaucoup facilement et c'est dans ces pays-là qu'on va retrouver le plus haut taux de mortalité des enfants parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, puis les personnes âgées aussi. Alors, c'est un travail mondial qu'il faut faire pour donner accès à ces pays-là. Dans ces pays-là, par exemple, les pays qui sont au centre de l'Afrique, qui n'ont pas une bordure ou un lac, mais on va aller creuser des puits. Donc, on va aller creuser dans la terre pour aller chercher l'eau qui est souterraine. Donc, 30% de l'eau. Alors, on remarque que les pays les plus développés vont avoir moins de problèmes avec les services sanitaires. Mais les pays les plus pauvres, c'est eux qui ont le plus de problèmes en lien avec les services sanitaires. Ici, plusieurs d'entre vous ont vu ça au primaire, c'est le cycle de l'eau. Alors, l'eau, et je vais terminer avec ça, on la réutilise. La Terre, elle est efficace, elle réutilise son eau. On la perd pas, elle s'en va pas dans l'espace. On la réutilise depuis l'époque des dinosaures. Alors, si on part de la mer, même si c'est un cycle, on pourrait partir à n'importe quelle étape, on a l'évaporation grâce à l'énergie du soleil. On a la condensation, donc ça se transforme en nuages. Les nuages se déplacent. On a nos précipitations, donc l'eau va retomber à la surface de la Terre. Et là, on a nos deux étapes ici qui se ressemblent, mais qui sont très différentes. Le ruissellement, donc ça, c'est à la surface, dans les ruisseaux. Et l'infiltration, ça, c'est quand ça rentre dans la terre et que ça circule sous la terre.
et tout ça va retourner à la mer et ça va recommencer de façon infinie. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir!